Bonjour. Donc, je suis Émilie Verger, chargée de cours à la Sorbonne Nouvelle, et je suis très contente de participer à ce webinaire, dans le cadre duquel je me suis interrogée sur la question des médiations en ligne dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Depuis mars 2020, les médiateurs dans les musées et les institutions culturelles ne travaillent plus. Ce sont les grands perdants, parmi d'autres professions, hein, mais ce sont les grands perdants des deux premiers confinements qui ont eu lieu en 2020. Notamment, par rapport à la précarité, notamment de leur statut et à cause de la fermeture, des institutions culturelles. Et dans ce cadre, on voit que, se sont multipliées tout au long de l'année 2020 des médiations en ligne qui ont évolué, dans le temps, notamment à partir du deuxième confinement en novembre 2020. Et la question c'est, dans quelle mesure ces outils en ligne ont permis de valoriser les médiations du réel. Donc les médiations, en ligne, existent, depuis, les sites internet, depuis surtout les années 2010, mais elles étaient assez limitées, notamment aux expositions virtuelles qui ont été énormément développées justement depuis 2010 avec notamment, Google Art and Culture. Et les musées ont perfectionné quand même, les techniques, de circulation, dans le virtuel les 10 dernières années. C'est des choses qui n'étaient pas tellement accessibles auparavant au grand public, mais avec, les évolutions techniques, on voit que, et aujourd'hui, on peut être assez satisfait, du résultat. Après, cela reste assez limité, bien sûr. On peut avoir des zooms, mais on n'a pas évidemment, le tableau face à soi. Et lorsqu'on regarde les traitements, d'exposition qui existent, heu, cela reste assez limité. On ne peut pas toujours zoomer sur des cartels, des textes de salle et les médiations qui sont développées autour étaient, également assez limitées, hein. On a une forte évolution, notamment avec, l'exposition Pompéi au Grand Palais, où a été utilisée, la réalité augmentée en ligne, qui a fait son entrée, alors dans le monde muséal, hein. On voit que ça s'est énormément développé les dernières années, mais on peut visiter, cette exposition, en réalité augmentée, chez soi. Et on a également des propositions qui sont apparues, les dernières années avec, les visites en réalité virtuelle. C'est-à-dire que les visiteurs qui sont équipés chez eux d'un casque ou d'une imprimante 3D peuvent avoir accès à certaines salles, certains objets, qu'ils peuvent visualiser en 3 dimensions. Donc ça, ce sont des évolutions techniques très récentes qu'on a vu apparaître, les 3-4 dernières années. Et donc, voilà, on a quand même des outils qui, se sont fortement améliorés. On a également des ressources en ligne qui existent depuis longtemps. Là, vous avez une exposition, sur Sophie Teuber-Harp, qui est mise en ligne par le MoMA à New York, avec des documents, de la documentation, des archives inédites, des archives inédites, des photos de salles. Voilà, ce sont des propositions, hein, de ressources en ligne qui permettent, au public qui ne peut pas se déplacer, d'avoir un certain accès notamment au savoir, hein, sur ces artistes-là. Et on a vu également se développer, beaucoup les dernières années, les cours à distance, les cours en ligne. Ça, c'est des choses qui, sont devenues, assez populaires, ces dernières années. On a également en ligne, des interviews d'artistes. Heu, on a vu, pendant le confinement, le MACVAL a développé des vidéos, sur les ateliers d'artistes. Donc, globalement, les outils de ressources en ligne et d'exploitation en ligne de l'exposition et d'une certaine documentation, ont été quand même, assez présents. Et donc lorsque le 1er confinement est arrivé en mars, 2020, le les musées étaient assez préparés à ce type,
voilà, à la fermeture des musées, parce que c'était des outils qui étaient assez développés sur leur site internet ou sur des chaînes YouTube et sur les réseaux sociaux. On remarque notamment que les dernières années, les musées ont fortement développé leurs propositions sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. C'est des choses qui étaient déjà apparues avant le confinement, mais qui ont été développées fortement pendant cette période. Alors, on remarque quand même un tournant et peut-être voilà, je ne sais pas si ce sera un tournant historique, mais le 14 novembre 2020, vous avez la Nuit des musées qui a été organisée online sur internet, qui s'appelait #Nuit des musées chez nous. Et là, c'est vrai que c'est un événement, alors, qui n'a pas tellement touché finalement le grand public, notamment le public qui n'a pas accès à Facebook ou YouTube. Vous avez notamment des seniors qui n'ont pas l'habitude de regarder Facebook, Instagram, les liens. Et du coup, on remarque un petit peu voilà, un manquement dans la communication pour avoir le lien. Et voilà, c'est juste ce qui est un petit peu dommage. Parce que ce qui est appréciable, c'est que on voit que cette nuit du musée chez nous, cette nuit des musées chez nous, a été fortement euh, préparée et dynamique, hein. On voit qu'il y a eu des grandes actions par notamment les médiateurs, les commissaires d'exposition, tous tous les métiers des musées. Et donc, pour la première fois, on a vu des activités en ligne et c'est quand même un tournant dans les propositions de médiation en ligne. Voilà. Il y a des choses qu'on voyait auparavant, mais on voit bien depuis cette nuit des musées, voilà, je vous ai mis la programmation, hein, entre autres, hein, on voit qu'il y a eu des grandes propositions, hein. Alors, en parallèle de cette nuit du musée chez nous, qui a été un petit peu un marqueur fort de cette année 2020, on a vu toute l'année 2020, et notamment après le premier confinement, des propositions des musées chez nous, chez vous. Voilà. Alors, le musée chez vous, musée de Grenoble chez vous, le palais de Tokyo à la maison, on a le musée de la Grande Guerre dans mon canapé. Donc, les musées se sont adaptés. En fait, il y a eu pendant le premier confinement une espèce d'attente qui n'avait pas été suivie par la mise en place systématique de liens sur les sites internet. On voit que pendant le premier confinement, ils ont plutôt utilisé Instagram, Facebook, voilà, des outils un peu plus souples. Et on voit bien que lors du deuxième confinement, les musées avaient préparé des programmations justement possibles chez soi et un agenda culturel. Alors, par exemple, le musée de la Grande Guerre de Meaux avait déjà développé cela auparavant. Et donc, on a des liens vers Facebook, YouTube, sur le site du musée. Alors, voilà, on voit certains musées qui sont uniquement sur leur site internet, d'autres qui sont uniquement sur YouTube, d'autres sur Facebook. Du coup, voilà, ça fait un petit peu une incohérence pour le public. Mais globalement, on voit qu'ils ont tous utilisé YouTube, qui semble être une ressource importante, en tout cas, en cette période, hein. Alors, ça, c'est le musée des Beaux-Arts de Montréal, qui a également une programmation. Donc, les programmations, justement, se sont développées petit à petit. Et aux ressources en ligne qui existaient déjà auparavant, on voit apparaître des événements en direct, online, des concerts, des visites. Voilà, donc ce qui est intéressant pendant cette période, c'est que des ressources qui existaient déjà vont s'enrichir d'autres ressources qui sont beaucoup plus vivantes, et les médiateurs qui étaient peu valorisés en ligne avant mars 2020, on voit que avec cette crise du Covid, ils ont pris une place qu'ils n'avaient pas auparavant.
Après, évidemment, ça dépend des équipes, ça dépend des musées, des structures, mais globalement, il y a un dynamisme et voilà, on voit bien que ces médiateurs ont su, utiliser les techniques pour pouvoir retrouver une place, hein, en fait, hein, visible. Alors, on va voir que, vous avez des visites en ligne, vous avez des ateliers en ligne, vous avez des comptes des lectures en ligne, et c'est des choses, qui ont fortement évolué à partir de novembre 2020. Alors les visites en ligne, elles existaient déjà. Voilà, c'est des choses qui étaient très habituelles, jusqu'au premier confinement. Donc les visites guidées des expositions par les commissaires d'exposition étaient, voilà, diffusées, à la télévision ou, sur internet et donc ça, c'est des choses qui étaient déjà préparées, avec des images assez léchées, une présentation, des zooms sur les œuvres, enrichies par de la documentation et donc ces visites guidées, par les commissaires d'exposition qui vont parfois de 5-6 enfin plutôt c'est plutôt 8 minutes, jusqu'à 20 minutes, sont enregistrées et sont diffusées, souvent en page de garde, du site internet mais également, sur les Facebook, sur les YouTube et ont été, assez, développées pendant, cette période. Donc ça, c'est des choses qui existaient déjà. Ce qu'on va voir, arriver, notamment en novembre 2020, c'est des visites, par les commissaires d'exposition en direct. Donc là, par exemple, c'est au Musée d'art moderne de la ville de Paris. On a eu, le 5 décembre 2020 une visite en direct, par les commissaires d'exposition, qui ensuite a été enregistrée et qui est toujours visible à la fois sur le site internet et sur la chaîne YouTube. Donc ça, c'est vraiment, intéressant parce qu'on a une espèce de lien, avec la réalité en fait, hein, il y a l'idée quand même des musées qui sont un lieu très vivant, de revenir au contact direct avec le public et par le biais de ces visites, en ligne. Alors on a même vu, alors ça c'est les musées américains, qui faisaient des visites en direct avec le commissaire d'exposition qui répondait aux questions en direct des visiteurs. Donc ça voilà, c'est des choses assez intéressantes parce que pour le coup, on a un public qui peut communiquer, entre guillemets, hein, évidemment, mais chatter avec, les responsables des expositions et ça, c'est des choses, qui ne sont pas habituelles. Voilà, habituellement, le commissaire d'exposition fait la visite pour la presse, au vernissage et le grand public n'y a pas accès directement. Alors on a vu aussi des choses, voilà, ça c'était, des choses habituelles, des journalistes qui, suivaient, les commissaires d'exposition, lors de la visite guidée de l'exposition. Là, on est dans l'exposition Chanel, au Palais Galliera, donc c'est en novembre, 2020. Ça, c'est des choses qui étaient assez habituelles. On a voilà, des journalistes, spécialisés qui vont, interroger, le commissaire d'exposition. Alors, sauf que là, on voit que c'était pas, totalement préparé, c'est-à-dire que c'était préparé, mais c'était vraiment, filmé en direct. Du coup, on a, des points de vue, comme l'image que je vous ai capturée, qui sont assez, inédits, hein. Voilà, on a l'impression de circuler avec eux dans l'exposition et ça fait un petit peu plus naturel que voilà, les visites guidées qui étaient, habituelles pour les expositions, hein. Autre, chose, alors là complètement inédite, c'était, notamment pour l'exposition Ex Africa au musée du Quai Branly. Vous avez, donc France Télévisions sur Culture Box. C'est la chaîne qui a été mise en place depuis le confinement, sur la culture, qui a proposé une visite et notamment le vernissage de l'exposition Ex Africa en direct à la télé et sur internet.
Donc là, c'est assez intéressant. Alors d'autant plus que, la journaliste, qui a fait le vernissage, en fait, était accompagnée du commissaire d'exposition et vous aviez des artistes qui étaient face à leurs œuvres et qui ont également présenté leurs œuvres. Donc là, c'est ce qui était intéressant, c'est que le grand public a réellement assisté, à un vernissage où habituellement on a vraiment les personnes spécialisées du monde de l'art. Heu alors pour le coup, c'était filmé, de manière assez panoramique et on suivait vraiment la journaliste dans l'espace muséal, assez bien filmé, assez bien préparé et voilà, c'est totalement inédit, hein. Alors après pour retrouver, le vernissage, ça n'est pas évident. Voilà, tous ces films en fait qui ont été faits, en ce moment, je ne sais pas dans quelle mesure ils perdureront, mais c'est quelque chose qui, est extrêmement intéressant. Alors après ça passait un peu tard, ça c'est un peu tard. C'était à l'heure du film donc voilà, les gens, n'ont peut-être pas vu, cette émission, mais en tout cas la démarche est assez intéressante. Donc voilà, on a quand même des éléments, qui existaient déjà, hein. On avait des émissions spéciales de télé, des émissions spéciales sur les nouvelles expositions, mais il y a un changement, voilà, dans le lien au visiteur qui est plus dynamique. On va plus vers le visiteur et finalement, ce qui est intéressant, c'est que ça peut nous apporter un nouveau public, je pense, qui était peut-être, moins, qui se sentait moins inclus, lors des visites, un petit peu plus classiques. Alors les médiateurs, quelle est leur place, hein? Finalement, la médiation, elle était faite par les commissaires d'exposition, mais les médiateurs, qui n'avaient plus de travail en fait, hein, pendant les 2 confinements, au début, se sont retrouvés un petit peu, tétanisés, hein. Enfin, on a vraiment des médiateurs qui ont perdu leur travail. Il faut savoir que le statut, est assez précaire, hein, pour la plupart et malgré, un moment un petit peu, dur, on voit, en fait, pendant le premier confinement, en mars-avril, 2020, il y a eu énormément de démarches, pour faire travailler les médiateurs. On voit quand même que les musées, voulaient faire travailler leurs médiateurs pour qu'ils ne perdent pas leur travail et alors vous avez là une œuvre à écouter du Musée d'art moderne. C'est une conférencière, en fait, qui a fait un podcast et on voit pendant la première période, pendant le premier confinement, vous en avez un autre podcast, au Palais Galliera, que les médiateurs ont pu commencer à faire des enregistrements, heu, pour exposer, leur point de vue sur telle ou telle œuvre, avec des formats assez courts, mais qui étaient assez intéressants parce que c'est peu habituel, de se faire enregistrer. Il faut savoir que les activités des médiateurs dans les musées se font face au public et ils sont, habituellement, pas enregistrés. On a peu de traces finalement du travail des médiateurs. Alors pour moi, professeure à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, c'est du pain béni puisque, voilà, d'avoir le discours et même des vidéos des médiateurs me permet de montrer à mes élèves, eh bien, la réalité du travail, même si on ne voit pas tout, évidemment au travers d'une vidéo ou d'un enregistrement. Mais voilà, ça c'est des choses vraiment nouvelles. Il faut savoir que les podcasts qui existaient avant, alors ça dépend des musées, hein, il y a certains musées qui ont mis à contribution leurs médiateurs, mais il y a d'autres musées qui ne les mettaient pas à contribution et qui ont valorisé, leurs médiateurs. D'ailleurs, ce qui est intéressant, dans ces 2 podcasts, c'est qu'on a les noms des conférenciers, des médiateurs et donc ils sont valorisés, beaucoup plus qu'à l'habitude, hein. On a vu apparaître également, alors pendant la nuit, des musées chez nous, alors, faut savoir que les podcasts sont apparus en fait, ils ont été enregistrés pendant le premier confinement. Vous avez énormément de médiateurs qui les ont enregistrés chez eux. Donc ça, c'est grâce aux nouveaux outils technologiques qu'on peut faire aussi là, je peux m'enregistrer pour vous. Hem
Mais en fait, ce qui est dommageable, c'est que ces podcasts ont été mis en ligne en décalage. Souvent, on voit qu'ils ont été mis en ligne en juin, juillet, finalement à un moment où le public était, moins présent, en ligne. Par contre, lors du second confinement, on a vu avec la nuit des musées chez nous, un nouveau type, de proposition de médiation, c'est la visite en ligne en direct. Voilà. Alors là, on a 2 exemples. Il y a le musée Cognac-Gel, le musée Rodin. Alors c'est pas évident. On voit bien, que, c'est fait, avec, pas énormément de matériel. Voilà, c'est moins préparé que les visites que les visites habituelles des commissaires d'exposition. On a des caméramans, on a un aménagement d'espace avec de la lumière. Là, en fait, la lumière était telle qu'elle était habituellement et les médiateurs ont dû faire leur visite en direct, online, hein, et ce qui était, vraiment pas évident. Voilà. Donc ça, c'est un exercice difficile et ce qui est intéressant, c'est que les médiateurs ont joué le jeu pendant la nuit des musées chez nous et même si voilà, parfois on voit bien que c'était fait un petit peu de bric et de broc avec quelqu'un qui a la caméra qui bouge un petit peu, c'est extrêmement intéressant, hein. Alors ça n'a pas arrêté, hein. C'est-à-dire que depuis novembre 2020, on a énormément de musées et notamment, vous avez le musée d'Orléans, vous avez le musée de Bordeaux, voilà, on a le musée des beaux-arts de Rennes, le musée Granet en Provence, musée, d'art de Nantes. On a, énormément de musées, qui ont été extrêmement dynamiques et qui ont programmé, et bien depuis novembre 2020 et encore aujourd'hui, des visites online, donc souvent en direct, mais ensuite enregistrées. Parfois des visites enregistrées, mais c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui n'était pas systématique et qui est devenu, une espèce de rendez-vous. Heu, voilà, on a une chaîne You par exemple, le musée d'Orléans a une chaîne YouTube et il propose des choses extrêmement diverses. On a le musée de l'Armée aussi qui propose des choses. Alors la seule petite remarque, c'est que pour les trouver, ça n'est pas évident, hein. Il n'y a pas toujours de lien, sur le site du musée et du coup, on voit bien qu'il y a un petit peu 2 vitesses. Il y a la dynamique des équipes. Alors, les médiateurs, ont fortement développé leur travail, mais on a également les restaurateurs, même parfois, les surveillants, les chargés de public, qui ont les conservateurs, hein, qui ont montré un peu les coulisses du musée. Mais des fois, voilà, c'est pas évident de les trouver. On se rend compte, c'est plutôt sur YouTube effectivement que, on trouve, la programmation. Alors on peut avoir, des visites, assez longues, hein, donc ça c'est un exemple, c'était une visite encore pour la nuit du musée chez vous, pour l'exposition Hypnose, à Nantes. Et puis on a vu apparaître, des formats plus courts. Alors à gauche, vous avez le musée des beaux-arts de Rennes qui s'appelle le musée confiné. Alors on a des jeux de mots alors, qui sont assez intéressants et puis, des formats de 1, 2, 3 minutes. Voilà, vous avez le MAMAC à Nice où, pour le coup, on a un zoom sur, une œuvre et donc on a une petite explication extrêmement brève, hein. Alors les formats évidemment, sont assez courts, globalement, parce que en ligne, ça n'est pas évident de suivre une visite très longue et c'est un métier, hein, voilà, c'est assez compliqué. Je trouve que les médiateurs se sont fortement bien adaptés à quelque chose dont ils n'avaient pas l'habitude et c'est vraiment, intéressant et je pense que c'est des choses que les médiateurs peuvent garder, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit, c'est-à-dire on les voit dans les salles. Vous voyez, le musée des beaux-arts de Nantes, elle est dans les salles, le musée d'art de Nantes, voilà, on la suit dans les salles. Et c'est ça qui rend en fait la médiation très vivante. Et on retrouve alors de l'humain entre guillemets, bien sûr, hein, mais ce contact avec le médiateur est fortement appréciable. Alors on a aussi, des petites pointes d'humour, hein,
Euh, donc là, par exemple, MUMA Le Havre, qui a fait un service après-vente qui va commenter des tableaux. Et pour le coup, le public peut poser des questions sur Facebook en direct. Donc, c'est des questions-réponses. Et donc, en fait, elle a noté les questions du public et elle va répondre au public qui peut ensuite à nouveau faire des commentaires. Et c'est pris un petit peu sur le ton de l'humour. Alors, ce qui est intéressant dans ces vidéos, c'est qu'elle arrive avec son masque, comme si elle se baladait dans le musée. Et puis, elle arrive devant nous, elle enlève le masque. Et il y a ce contact. Autre chose, il y a certaines vidéos, on voit le médiateur parler au caméraman en disant son prénom. Donc, on a un échange aussi avec le caméraman et avec le public. Alors, le musée de la Grande Guerre de Meaux, que je citais tout à l'heure, en fait, a développé depuis, alors j'ai trouvé depuis 2014, des propositions de médiation en direct, en ligne, pour des classes, pour des scolaires. Voilà, donc c'est une durée d'1 heure, ce qui est tout à fait correct, hein, pas trop long pour une visite online. Et alors, on voit sur les photos que le musée est équipé en caméra. Voilà, le matériel, les outils technologiques sont là pour qu'il y ait une qualité de l'image. Et là, la visite, elle est organisée en direct, in situ, et ça permet, il y a un médiateur du musée qui accompagne la visite, et donc il peut y avoir des échanges de la classe avec le, le médiateur. Donc ça, c'est des propositions alors c'est peu de musées qui proposaient ce genre de choses, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'on a des publics empêchés. On a vu quand même, avant même le Covid, notamment le plan Vigipirate, les gilets jaunes plus les grèves, avaient fortement ébranlé la médiation classique, hein, dans les salles de musée. Et même si se déplacer dans des musées n'est pas remplaçable, on voit arriver une génération qui n'a jamais été au musée. Voilà, les petits, les 3-4 ans, l'année dernière, c'est des enfants qui avaient eu Vigipirate avant, qui n'avaient jamais été au musée. Donc là, ils ont eu le Covid, donc c'est mieux que rien, voilà, on va dire. Et je trouve que de impliquer la figure de médiateur dans ces visites est extrêmement important. Alors, on a aussi donc des visites en ligne, des rendez-vous. Alors, du coup, c'est des visites où on doit s'inscrire à l'avance. Et donc, le public a rendez-vous à telle heure. Vous voyez, il est encore temps de s'inscrire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, on personnalise la visite. On a le nom de la médiatrice, du médiateur. Et donc, on propose des rendez-vous en ligne comme on le faisait finalement dans les musées. Et notamment lors de cette petite vidéo du site Le Corbusier, la médiatrice culturelle explique son métier et elle explique voilà, son point de vue. Donc ça, c'est rare, c'est valorisant, je trouve ça intéressant parce que ça met en lumière ce métier qui est parfois finalement pas invisible, hein, mais visible par le public. Mais dans notre société de l'image, quand vous n'apparaissez jamais à l'image, eh bien, parfois, vous êtes un petit peu invisible, effectivement. Alors, on a également des ateliers en ligne. J'ai parlé des ressources en ligne. On avait des tutos. Ça, c'était assez habituel d'avoir des tutos en ligne dans les musées. Alors, on a le site anglais de la Tech Kids qui, depuis toujours, fait des fabuleux tutos en ligne. On a les grands musées qui proposaient voilà, des fiches, voilà, des choses, c'est des choses qui étaient assez courantes. Mais on voit que pendant le premier et le deuxième confinement, vous avez des musées et notamment des médiateurs qui ont encore plus développé ce travail de tuto. Alors les ateliers sous forme de fiches, vous avez mon Louvre-Lens qui a mis en ligne en fait des propositions d'activités par des médiateurs.
Il faut savoir qu'en fait, ils ont repris le blog des médiateurs. Les médiateurs avaient fait un blog pendant les confinements et donc tout ce qui a été proposé pendant le confinement a finalement été ensuite officialisé sur le site internet. C'est ce dont je vous parlais. C'est vrai que pendant les confinements, les médiateurs ont fait ce qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient. Donc certains avec le podcast, d'autres avec des blogs. Mais en tout cas, tous ces métiers des musées, ces médiateurs, ont cherché à continuer à travailler, en tout cas pendant les confinements. Donc ça, c'est des fiches, voilà, des fiches disponibles qui décrivent en détail les ateliers. On a également des tutos sous forme de vidéos. Ça, c'est des choses qui existaient déjà, hein. Je parlais de la Tech Kids, on en a beaucoup. Mais le Centre Pompidou, on avait développé pas mal avec donc quels outils, les outils à utiliser. Ils cherchent, notamment dans ces tutos vidéo, à trouver des outils que les personnes ont chez eux, hein. Donc, c'était vraiment l'idée d'adapter le matériel à la situation. Et voilà, ils sont très bien filmés, c'est un bon format, c'est des choses assez faciles. Donc, on a vu pour l'Expo Christo et l'Expo Matisse des propositions très intéressantes, hein. Alors, voilà, il y a d'autres musées qui ont emboîté le pas. Par exemple, le musée d'art moderne de la ville de Paris n'en faisait pas avant, il en a fait pendant les confinements. Le musée de la Grande Garde-Meaux en a proposé aussi. Donc, c'est des choses qui existaient déjà un petit peu, mais finalement, auparavant, ce n'était pas très, très développé. Là, on voit que bah, finalement, les plasticiens qui étaient confinés comme tout le monde ont voilà, cherché quand même à poursuivre leur travail par le biais de ces vidéos. La nouveauté, c'est l'apparition de la personne du plasticien, du médiateur, dans ces vidéos. Donc là, on a notamment des ateliers en ligne. Ah, excusez-moi, ouais, voilà, pardon. Donc, excusez-moi, ah voilà, ça y est. Donc, au musée d'archéologie du Périgord, c'est extrêmement bien fait. C'est une petite vidéo où la médiatrice, vous voyez, elle tient des gants, elle présente un objet du musée. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, ils ont sorti quand même l'objet des réserves pour le présenter et le public peut vraiment voir cet objet de près. Et ensuite, la médiatrice propose des outils et ensuite va montrer comment créer sa propre hache référentielle, cérémonielle, pardon. Et bon, alors après, on peut se dire, voilà, il y a le matériel qui est écrit sur un tableau, mais c'est très clair, c'est très bien fait. Et on a vraiment le médiateur plasticien qui est là et qui accompagne l'atelier. On a vu d'autres initiatives où les médiateurs ont cherché à un petit peu, alors on voit qu'ils ont cherché quand même des ateliers qui étaient en lien avec le fait de rester chez soi et de ne pas avoir beaucoup d'outils. Au musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon, voilà, on avait un atelier cuisine. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a une présentation là pour le coup dans les salles et ensuite une proposition de recettes de cuisine inspirée des Romains, voilà, dont on avait présenté voilà, les œuvres, enfin les objets. Et donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on a une petite visite quand même avant et ça inclut le visiteur dans les salles et puis ça lui fait une petite activité, alors légère, hein, mais ça se justifie. Voilà. Bon, alors après, on a les Canadiens, voilà, à Montréal. Ça peut être, bon, je ne sais pas si les médiateurs français vont faire ça, mais bon, jusque-là, pas vraiment. On a des médiateurs avec la guitare et une mascotte, voilà, chouchou, un invité spécial. Et là, pour le coup, ils vont montrer des œuvres des artistes et également faire un atelier. Alors 15-20 minutes, c'est pas très très long. Euh, bon, après, pourquoi pas, mais pourquoi? Voilà. En tout cas,
L'idée, de toute façon, dans ces travaux-là, c'est de pousser un petit peu le visiteur à regarder les œuvres et de se l'approprier pour créer un petit objet qui soit une petite activité. Mais c'est intéressant, de toute façon, de voir les efforts faits, notamment avec l'apparition du médiateur dans ces tutos. Voilà. Alors, ce qu'on voit apparaître proprement à cette période, c'est voilà, après le deuxième confinement, c'est des ateliers à distance en direct. Voilà. Donc, petit à petit, vous voyez, à chaque fois, ça va vers le direct. On a la figure du médiateur qui apparaît. Et donc là, le Louvre-Lens a carrément programmé à distance des ateliers où on s'inscrit et on a des ateliers en direct, en ligne, et on a une vraie programmation avec les médiateurs qui font le travail avec vous, hein. On a aussi, alors ça c'est à la Fondation Giacometti, des ateliers avec modèles en direct, en ligne, où on a eh bien, le public qui peut dessiner sur modèle. Donc après, on a un rendez-vous fixe, comme si on était dans un musée classique, et on peut dessiner sur modèle. Donc voilà, on voit que les musées cherchent vraiment à retrouver en fait hein, leur public et continuer à proposer des choses. Un autre exemple, alors plus étonnant, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe, au musée d'ethnographie de Genève, c'est un atelier pour femmes enceintes, spécial femmes enceintes, où pour le coup, on leur envoie en fait une boîte sur inscription. Et dans cette boîte, elles ont le matériel pour faire l'atelier en direct, ensuite en ligne. Donc là, pour le coup, on tient compte du fait que les gens n'ont pas de matériel chez eux. Et voilà, on est vraiment, on apporte des techniques, on apporte une vraie activité. Et donc, c'est des choses qui peut-être perdureront. Voilà, je ne sais pas, hein, on verra. Euh, et puis, on a des rendez-vous réguliers. Alors, voilà, ça c'est au musée de Besançon. Vous avez une activité Pilate qui est proposée régulièrement. Donc, le public s'inscrit, ça s'appelle Arène Control. Et donc, je crois que c'est toutes les semaines, hein, toutes les semaines. Et donc, toutes les semaines, vous avez une prof de Pilates, en fait, qui fait les mouvements dans les salles avec les tableaux en décor. Et ensuite, vous avez une médiatrice qui vient expliquer un tableau. Euh, et donc, c'est une activité parmi d'autres, hein, voilà. Alors après, est-ce pertinent ou non cela peut se poser. Mais en tout cas, ce type de format est assez intéressant. Ça humanise hein, quand même plus que vous savez, on avait des formats voilà, de description ou de petits ateliers sous forme de fiches, podcast, avec l'image en grand. Là, justement, on a le réel hein, qui rentre dans les vidéos et le public qui peut suivre en direct et faire des commentaires en direct pour pour discuter en fait avec les médiateurs. Alors une dernière chose en ce qui concerne les ateliers qui m'a énormément intéressée. Alors, encore le musée des Beaux-Arts d'Orléans, on voit que c'est une jeune femme qui filme, qui est assez dynamique. Je ne les connais pas personnellement, mais voilà, c'était intéressant. Euh, Elle va dans les coulisses du musée. Donc on la voit aller dans les réserves avec les commissaires d'expo et on la voit là aller dans les coulisses des ateliers et elle discute avec les responsables des ateliers qui font des maquettes, qui font des essais et qui expliquent comment ils préparent les ateliers. Donc ça, c'est très rare. Voilà, ça, c'est des choses que... Voilà, il y avait les intervenants culturels de la ville de Paris sur leur Facebook qui avaient un petit peu montré comment on faisait préparer un atelier. Il y en avait d'autres à la Tête Kids. Voilà, on montre un petit peu les préparations. Mais là, c'est vraiment les coulisses du musée.
Et ça permet de montrer le toute la préparation, tout le travail préparatoire des médiateurs et je pense franchement qu'à long terme, ça peut être, un plus, et ça peut, revaloriser, la profession qui parfois, les gens croient qu'on fait un atelier comme ça, voilà, sans préparation et c'est intéressant. Le seul pro la seule pro le seul problème, c'est un petit peu la diffusion de ces images. Le public, n'a pas toujours de biais, très, facile pour trouver ces images. Bon après une fois qu'on a trouvé la chaîne YouTube, on trouve, mais c'est pas encore complètement, présent sur tous les sites internet, voilà. Mais en tout cas, c'est des choses, appréciables. Alors on a également les contes, les lectures, qui, sont en ligne. On avait, en fait les contes étaient très peu présents en ligne. On a vu, pendant le confinement, le premier confinement, notamment au musée Jean-Jacques Henner, entre autres, heu, des, heu, des contes qui ont été enregistrés en podcast. Donc c'est un petit peu le même format, que, pour les conférences, lors du premier confinement et également des lectures. Alors ça, c'est au musée des beaux-arts de Liège. Des lectures alors de contes, hein, des lectures de contes, heu, online, devant en salle. Alors parfois, pas très bien filmées au niveau de la lumière, mais avec des images incrustées. Mais c'est un vrai effort. Là, on voit que c'est en 2000, ça a commencé en 2020, ça se poursuit en 2021 et puis toujours le musée de la Grande Guerre de Meaux qui fait des lectures, dans les salles également. Donc voilà, on a des images qui sont moins lisses, que, parfois, des choses un petit peu officielles, hein, mais ça reste officiel, hein, le musée, est valide, mais c'est intéressant au niveau de la dynamique, hein, et des propositions, hein. Alors ça s'est fortement amélioré pendant, le 2e confinement. On a, notamment le Louvre qui a, mis en ligne des vidéos, des contes dans le musée. Ça s'appelle Petits contes d'automne, Petits contes d'hiver. Ils ont commencé, au moment du premier confinement et ils ont poursuivi donc l'été, l'automne, l'hiver. À chaque fois, ils ont sorti des contes avec l'équipe des conteuses, du musée du Louvre et là, pour le coup, c'est extrêmement bien filmé. On a une musique qui correspond à l'histoire. Il y a certains sons qui apparaissent au moment où la conteuse parle de certains éléments et on voit bien les salles en même temps. On a l'impression de visiter, évidemment le musée et du coup, il y a une vraie valorisation, des conteuses et de leur travail, hein. Alors tout ça, c'est, une nouvelle place. Est-ce que, le musée, va véritablement donner, une nouvelle place aux médiateurs? En tout cas, on a ce qui est intéressant, c'est que tout le monde commence à avoir une place. Je vous avais parlé tout à l'heure du musée de l'Armée qui donnait la parole à des restaurateurs, des conservateurs, des coulisses du musée un petit peu, qui sont montrées dans certaines, vidéos YouTube. On voit, ça c'était lors du premier, après le premier confinement, au musée Jean-Jacques Henner encore, on avait des points de vue, eh bien, d'une régisseuse, d'un conservateur, d'une conteuse, un chargé de communication. Donc en fait, tous les métiers du musée, ont été valorisés et surtout, les médiateurs, voilà, c'est ça ce qui est intéressant. Et vous avez là, en fait une interview, une intervention, de la médiatrice du musée, de Besançon, qui, lors de cette intervention, explique de A à Z son travail et la façon dont elle a pu gérer son travail pendant le confinement. Tout ce qu'ils ont développé pendant le confinement. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que, pour le coup, le médiateur, ben, montre son travail, montre ses actions et cette place, alors moi, j'aimerais vraiment qu'elle soit gardée, hein, alors on peut améliorer les images, mais il est vraiment intéressant
de voir la réalité du métier et finalement les médiations du réel, en devenant virtuelles, reprennent leur place et sont parfois plus visibles qu'elles ne le sont habituellement. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin de webinaire et je vous dis au revoir. Bien, bonjour, merci donc Émilie Verger pour cette présentation filmée absolument fascinante, hein, qui fait vraiment le tour de la question de la médiation en temps de Covid et qui, je pense, permet de mieux comprendre en tout cas les actions de médiation, particulièrement muséales, hein, dans ce contexte très particulier pendant le premier et puis pendant le deuxième confinement, alors que les musées en France restent fermés, qui est un peu une spécificité à l'échelle européenne. Donc, merci pour cette présentation, hein, qui complète tout à fait ce qu'on a pu voir ce matin, et notamment l'intervention précédente sur la médiation virtuelle, en tout cas les visites virtuelles guidées. Alors, juste pour finir, hein, avant de peut-être passer aux questions dans le chat, j'en vois déjà une, mais je vais juste rappeler que vous êtes aussi, puisqu'on n'a pas eu le temps de vous présenter avant la transmission de votre vidéo, hein, que vous êtes effectivement enseignante à la Sorbonne Nouvelle, au département de médiation culturelle. Et là, vous vous connectez pour 10 minutes de questions-réponses. Donc, pour celles et ceux qui souhaiteraient intervenir, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors, je vois déjà que Axel Maga a posé une question que je vous transmets du coup en direct. Est-ce que les visites virtuelles en ligne réalisées par les médiateurs vont continuer après le confinement ou tous vont retourner dans les salles? Alors, bonjour, merci Fabien. Alors, les médiateurs que je connais ont prévu de retourner dans les salles dans 3 semaines. Enfin, a priori, les musées ont l'air de bientôt rouvrir. Et là, il est prévu des plannings justement de retour dans les salles. Après, effectivement, c'était exceptionnel et je ne suis pas sûre qu'ils recommencent. C'est ça qui serait dommage, parce qu'en fait, il n'y avait pas de personne désignée exprès pour gérer tout ça. Voilà. Sauf peut-être, voilà, le musée des Beaux-Arts d'Angers, il faudrait peut-être que je les contacte, justement, qui était très active. Je ne sais pas si c'est quelqu'un du service qui gérait ça, mais elle avait l'air dédiée à ça. Mais voilà, ça reste la question et je suis pas sûre. Voilà, je pense pas. Mais c'est ce que j'explique dans mon intervention. Je pense que c'est un plus pour l'image des médiateurs. Je pense qu'à long terme, ça nous donnera un peu plus de valeur. Voilà, c'est parce que depuis quelques années, je me questionnais un petit peu justement sur la place des médiateurs et on était un petit peu triste parce qu'il y avait ce côté, je parle dans mon intervention de la question du réel qui n'est pas complètement valorisé justement. Et dans une société de l'image, c'est ce qui manque aux médiateurs en fait. Et c'est pareil pour les enseignants hein, à l'école. Vous voyez qu'il y a des enseignants qui commencent à mettre des choses en ligne et du coup les parents sont un peu plus au courant en fait et découvrent le travail. Voilà, ils étaient là, on découvre le travail. Bah, les médiateurs, c'est pareil. Il y a un petit peu une découverte. Hein, voilà. Donc ça serait bien en fait qu'ils continuent, mais je ne enfin vu la façon dont sont organisés les services, je suis pas sûre. Voilà. Merci. Alors, on a une deuxième question dans le chat. Pensez-vous que l'utilisation du numérique peut creuser un écart entre les musées plus gros et plus petits? Alors, bah, en fait, là dans les exemples que j'ai donnés, je trouve que non. On a pour les gros musées des choses extrêmement travaillées, mais en fait justement les gros musées n'osaient rien faire avant que ça soit bien fait. En fait, on a eu ce débat-là dans les gros musées. C'est-à-dire au début, au premier confinement, ils ont osé rien faire parce qu'en ligne, c'était pas il y avait pas de caméraman, il y avait pas de budget vidéo. Voilà et ce que je parle d'équipe dédiée, c'est en gros, ils disaient: «Soit on met en ligne quelque chose de bien, soit on met rien». Alors qu'en fait, on voit que les petits musées, là, Orléans ou Angers ou Bordeaux, voilà, ils ont pris le risque en fait parce qu'ils avaient rien à perdre puisqu'ils avaient rien. Voilà, donc je suis pas justement, je pense que les petits musées, ils gagnent. Après, ce que j'explique dans l'intervention, c'est un problème un petit peu de visibilité, de l'outil.
Facebook, en fait, par exemple, les jeunes générations ne l'utilisent pas beaucoup. Je pense qu'il faut qu'ils trouvent un moyen, de mettre sur la page de garde du site ou de mieux classer, en fait, leurs vidéos dans les moteurs de recherche. Ça c'est quelque chose, je pense, qui se sont pas posés et voilà. Il y a un seul musée qui s'en sort, je pense, c'est, le musée de l'Armée. Il a fait des vidéos, je pense qu'ils avaient commencé un petit peu avant et eux, c'est un gros musée, mais ils ont un peu les deux facettes. Des choses plus conventionnelles avec des jeux et cetera et des choses, un petit peu plus, nouvelles. Voilà. Donc je suis pas sûre que les gros musées s'en sortent mieux, non. Merci beaucoup. Effectivement, c'est assez intéressant, hein, comme réflexion que les gros musées sont pas ceux qui forcément là, il y a une remise à plat d'une Alors moi, certaine manière. je trouve, que c justement les gros musées en fait, j'ai revu les propositions du musée d'Orsay et cetera, voilà, on a des choses très belles, des dessins animés, mais en fait, on se rend ce que je trouvais intéressant justement dans les exemples que j'ai montrés, on a de l'humain, c'est ça en fait et c'est vrai que ça nous manque, surtout les médiateurs. Moi, tous ceux que je connais, ils veulent retourner sur le terrain. Mais les petites caméras là, alors je sais pas si vous avez vu alors j'ai pas pu mettre des extraits vidéo, ça aurait été trop long, mais par exemple, le service après-vente, il y a un petit peu des blagues, voilà. Je trouve ça très, très humain justement et c'est plutôt des jeunes si vous remarquez. Alors les pauvres médiateurs, plus âgés, j'en connais, ils savent pas du tout utiliser, même les visioconférences. C'est un p très embêtant pour eux, par contre. Ceux qui ont plus de 50 ans, ils sont vraiment, vraiment, des handicapés de de l'ordinateur et il y en a qui osent pas faire des visios et ils sont complètement décalés et là, il y a des problèmes dans les services avec ceux qui, ne savent pas utiliser les outils. Alors que d'habitude, ils sont dans les salles devant le public. Donc c'est des outils dont ils n'avaient pas besoin. Donc là, il y a des formations qui sont en train de se mettre en place pour les médiateurs plus âgés, enfin âgés, 50 ans, plus de 50 ans. Voilà. Mmh Merci beaucoup. Moi, j'avais aussi une question finalement, c'est en attendant peut-être encore quelques questions dans le chat, c'était de savoir si finalement, cet épisode, sanitaire, il a finalement transformé un peu la profession du médiateur, hein, au travers de tout ce que vous étiez en train d'expliquer, ou alors en tout cas la conception qu'ont les musées de cette profession, hein, est-ce qu'il y a d'une certaine manière une médiation avant le Covid, si on peut un peu, résumer ça rapidement, et une médiation, post-Covid, dans la manière dont on Alors, conçoit ce métier? c'était déjà un petit peu en cours de changement, hein. On avait déjà des musées qui demandaient à avoir des médiateurs qui étaient un peu plus présents dans les services, par exemple. À part il y a que le McVal, hein, qui a une vraie équipe, à plein temps, et cetera. Mais il y avait déjà au Louvre ou dans d'autres services des réflexions pour que les médiateurs soient un petit peu plus présents tout le temps. Et du coup, les services qui avaient déjà mis en place des contrats qui sont, avec des médiateurs qui sont présents dans les équipes, ont tout de suite, au moment du Covid, créé des par exemple, au Louvre, on a les petits contes d'automne, petits contes d'hiver. Ça, c'est des choses, je pense, qui vont rester et du coup, c'est plutôt les médiateurs qui ont changé. C'est pas tellement, c'est les médiateurs qui se sont retrouvés à utiliser des outils qu'ils n'auraient jamais utilisés avant. Par contre, la réflexion sur la question de la médiation, j'ai un petit peu peur qu'elle se pose pas justement, parce qu'ils sont tous un petit peu en attente que ça réouvre et leur obsession, c'est alors ils sont obsédés que ça réouvre et qu'en fait, ce qu'on voit en ligne, ça pousse les gens à revenir. Voilà, ils sont un petit peu dans cette idée-là, les chefs de service en tout cas. Mais je pense qu'il faudrait justement démultiplier les visions et se dire que là, ça pourrait toucher un public empêché. Voilà, par exemple les maternelles ou les EHPAD qui d'habitude, peuvent venir une fois, mais ils sont très fatigués, voilà et je pense que ça devrait être pensé. Mais je n'en suis pas sûre non plus. J'ai un peu peur qu'ils voilà, ils ont fait ça un peu en bricolage, j'aimerais bien qu'ils gardent tout ça, hein, voilà. Je suis pas sûre moi. C'est un peu comme le monde d'après. On rêve de tout le monde arriver d'un monde d'après et bien en fait, c'est le monde d'avant, mais mais comme après, mais Qu'on espère pas en pire. faut essayer d'être positif, mais je pense que le positif, c'est par contre que les médiateurs ont repensé par contre, autant, les structures, je suis pas sûre qu'elles vont vraiment prendre en main ça. J'ai un peu peur que non. Par contre, les médiateurs, il y a beaucoup de blogs
Il y a beaucoup de médiateurs qui ont été obligés justement de se bouger voilà, et je pense qu'ils vont pas, ils vont continuer à se mettre en valeur. C'est ça. Et là, de toute façon, la nouvelle génération de médiateurs qu'on a dans nos cours ou qui sont en début de carrière, on le voit bien, ils sont dynamiques, voilà, ils vont s'emparer de ces outils-là, hein. Juste, j'ai une toute petite dernière question dans le chat, mais il faudrait répondre très, très rapidement, de Axel qui demande si justement ces visites virtuelles ont-elles permis de toucher un nouveau public? Oui, complètement. Là, je pense qu'on a un nouveau public. Alors, j'ai montré l'exemple un peu, caricatural du yoga dans les salles. On a un vrai public. Il y a des gens qui travaillent et il y a un vrai public. On avait déjà des visioconférences qui étaient proposées, entre midi et 2 dans des CE auparavant, mais là, ça s'est démultiplié et il y a une vraie demande des gens, d'avoir des petites pauses avec voilà, des petites visites. Ça, je pense que c'est des choses, qui permettent d'avoir un nouveau public, oui. OK, merci beaucoup, Voilà. Émilie pour ces réponses. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment extrêmement riche, Bah, je vous heu remercie et merci et aux intervenants, dans le chat ouais, pour leurs bah, oui, questions. et bah, je vous dis bonne fin de webinaire alors. Merci beaucoup. À très bientôt, Émilie.